On a l'habitude de penser que le Marlon Brando des dernières années est une tragédie. Un vieillard obèse et paresseux devenu fou et ayant ruiné sa carrière. Mais si je vous disais que c'est le plus grand mensonge de l'histoire du show business, il n'est pas devenu fou. Il est devenu le troll le mieux payé de la planète. Tandis que d'autres acteurs bûchaient leur rôle, lui exigeait 19 millions de dollars pour lire son texte sur une couche de bébé. Il arrivait sur les plateaux avec un seau à glace sur la tête, portait une oreillette pour capter les ondes radio de la police en plein tournage et a refusé un Oscar de manière ostentatoire, humiliant publiquement toute l'élite américaine. Aujourd'hui, nous allons révéler ces journaux audio secrets et prouver que le parrain n'a pas perdu la raison. Il a simplement braqué le casino hollywoodien avec génie. Vous avez ouvert cette vidéo parce que vous voulez comprendre qui était vraiment le parrain. Un génie devenu fou ou un troll de niveau 80 qui a dupé le système. J'ai épluché des dizaines de mémoires de ses collègues, lu les transcriptions de ses journaux audio personnels et des rapports de tournage pour assembler un tableau rarement montré dans les documentaires. Oubliez l'image du gros paresseux. Je vais vous prouver que Brando était le premier punk de l'histoire du cinéma. Et ce chaos ne commence pas avec sa naissance, ni même avec le parrain. Tout a commencé quand il a décidé de dire non à la récompense la plus prestigieuse de la planète. Acte 1. Le sabotage comme un art. Vous pensez connaître cette histoire. 1973, Marlon Brando reçoit l'Oscar pour son rôle de Vito Corleone. Mais au lieu de monter sur scène, il envoie à sa place une Amérindienne, Sachin Little Feather, pour refuser la récompense en protestation contre l'oppression des Indiens. C'est la version officielle, celle des manuels d'histoire du cinéma. Mais si on gratte un peu, si on analyse la psychologie de Brando à ce moment-là, on découvre autre chose. Ce n'était pas juste de l'activisme politique, c'était l'acte de sabotage le plus sophistiqué, public et cruel de l'histoire du show business. C'était le moment où Brando a voulu tester, puis-je cracher au visage du roi et le faire demander encore? Pour comprendre l'ampleur de ce geste, il faut se rappeler le contexte. Début des années 70. Avant Le Parrain, Brando était considéré comme un poison pour le box-office. Les studios ne voulaient plus travailler avec lui. Il était un paria, une vieille gloire, un génie qui avait perdu son éclat. Quand Francis Ford Coppola s'est battu pour lui, les producteurs le prenaient pour un fou. Et puis Le Parrain sort. Le film devient un phénomène. Brando revient sur l'Olympe. Hollywood, c'est une secte très particulière. Ils adorent les histoires de fils prodigues. Ils étaient prêts à lui pardonner tout, ses caprices, son caractère difficile, ses échecs passés. La cérémonie de 1973 devait être l'acte de grande réconciliation. L'industrie avait préparé le veau gras pour célébrer le retour du prodigue Marlon. L'Oscar n'était pas juste une récompense, c'était un symbole. Tu es de nouveau des nôtres. On t'aime. Accepte notre amour. N'importe quel autre acteur à sa place aurait rampé jusqu'à cette scène à genoux. Recevoir un Oscar après une décennie d'oubli, c'est le sommet d'une carrière. C'est la validation, c'est l'argent, c'est l'immortalité. Mais Brando détestait être aimé pour ce qu'il considérait comme une imposture. Il méprisait l'idée même que les acteurs se concurrencent comme des chevaux de course. Alors, le moment culminant arrive. Roger Moore et Liv Ullmann annoncent le gagnant. La salle explose en ovation. Tout le monde attend Marlon, ils attendent le smoking, le sourire, le discours larmoyant, les remerciements à maman et à l'académie. À la place, une petite femme en robe traditionnelle apache se lève. Regardez les détails si vous revoyez cette séquence, regardez le visage de Roger Moore. Il lui tend la statuette, l'idole dorée pour laquelle les gens dans cette salle sont prêts à tuer. Et Sachin fait un geste qui a brisé la réalité. Elle tend la main en avant. Un geste de refus, elle repousse physiquement le Saint Graal d'Hollywood. À cet instant, un court-circuit se produit dans la salle. Brando n'a pas simplement fait comme George Scott quelques années plus tôt en ne venant pas. Non, Brando a pris le contrôle de l'antenne. Il a volé leur spectacle. 85 millions de personnes en direct ont regardé non pas le triomphe d'Hollywood, mais son humiliation. Brando les a forcés à écouter parler du massacre de Wounded Knee, de la façon dont l'industrie du cinéma transforme les Indiens en sauvages. Mais soyons honnêtes, pourquoi est-ce du sabotage et pas simplement de la charité? Parce que Brando savait, il ne pourrait pas le couper. Il était trop grand. Si quelqu'un d'autre avait fait ça, sa carrière aurait pris fin à l'instant. Mais Brando a utilisé son pouvoir nouvellement acquis de parrain pour punir ceux qui lui avaient donné ce pouvoir. Il était chez lui, regardant la diffusion sur un petit téléviseur. Les témoins disent qu'il n'avait pas l'air d'un homme accomplissant un exploit politique. Il avait l'air satisfait. La réalité a dépassé les attentes. Hollywood attendait de la gratitude, mais a reçu un miroir. Brando leur a montré « Votre récompense est une ordure. Votre approbation ne m'intéresse pas.
Je peux prendre le moment le plus important de votre calendrier et le transformer en une leçon sur le génocide. Et vous ne pouvez rien y faire. C'était une démonstration de force. Il a dit « Je ne joue plus selon vos règles. Je ne suis pas une marchandise. Je suis le chaos. » Beaucoup pensaient que c'était la fin, qu'après une telle gifle, il ne serait plus jamais invité dans un film respectable. L'audience dans la salle était divisée entre ceux qui sifflaient et ceux qui applaudissaient, mais tous étaient choqués. Les gens chuchotaient « Il a perdu la tête. Il a détruit sa carrière. » Mais voici le paradoxe que seul Brando a compris. Quand tu enfreins les règles de manière aussi brutale, tu deviens plus grand que le jeu. Le lendemain matin, il était à la une de tous les journaux du monde. Pas comme un acteur ayant reçu une statuette, mais comme un homme qui a osé dire non au système. Ses cachets n'ont pas baissé, ils ont explosé. Il a prouvé qu'il était incontrôlable, et cela l'a rendu encore plus désirable. Il a transformé le refus d'une récompense en une performance mémorable, plus que n'importe quel rôle de cette année-là. C'était la première leçon de son manuel pour détruire une carrière. Si tu veux devenir immortel, arrête de vouloir plaire à tout le monde, fais-les se sentir mal à l'aise. Mais si vous pensez que le refus de l'Oscar était le sommet de sa rébellion, vous vous trompez. Ce n'était qu'un échauffement. Brando commençait à peine à y prendre goût. Bientôt, il allait partir dans les jungles des Philippines pour tourner un film sur la guerre du Vietnam, et là, il créerait un enfer qui ferait paraître l'affaire de l'Oscar comme une simple farce enfantine. Là-bas, dans la jungle, il n'allait pas seulement refuser une récompense. Il allait refuser le scénario, la logique et la raison. Acte 2. Le cœur des ténèbres. 1976. Les Philippines. Une chaleur à faire fondre le cerveau, les typhons ravagent les décors, Martin Sheen fait une crise cardiaque en plein tournage. Francis Ford Coppola a hypothéqué sa maison, sa voiture et son avenir pour réaliser Apocalypse Now. Il flirte avec le suicide. La seule chose qui le maintient à flot, c'est la pensée de Marlon Brando. Brando est sa bouée de sauvetage. Il doit venir jouer le colonel Kurtz, le soldat parfait, droit, discipliné, un béret vert, devenu fou de grandeur, et sauver le film. Coppola attend un professionnel. Il lui a versé un cachet sans précédent de 3,5 millions de dollars pour un mois de travail. Et voilà que Marlon arrive au camp. Quand Coppola le voit, il en perd son souffle. Pas d'admiration, mais de terreur. Ce n'est pas un béret vert qui sort de la voiture, c'est une masse énorme, informe, pesante. Brando pèse près de 140 kilos. Il est si énorme qu'il ne rentre dans aucun des uniformes militaires faits sur mesure pour lui. Il peine à marcher, mais le pire est à venir. Coppola, d'une voix tremblante, demande « Tu as lu le livre de Joseph Conrad, Au cœur des ténèbres, sur lequel le film est si basé ?» Brando le fixe de son regard lourd et endormi et répond « Non. Et le scénario, je ne l'ai pas lu non plus. Il est stupide. » C'est le moment où n'importe quel réalisateur sensé aurait dû virer l'acteur, porter plainte et fermer le projet. Brando a pris 3 millions d'avance, est arrivé non préparé, obèse, et refuse d'apprendre le texte. Cela ressemble à la plus grande escroquerie de l'histoire du cinéma. Tout le monde sur le plateau est convaincu que Brando se moque d'eux. Il est venu prendre son chèque et détruire Coppola. Mais c'est là que commence cette réalité qui dépasse les attentes. Brando n'était pas paresseux, il était le seul dans la jungle à comprendre de quoi parlait réellement ce film. Il a regardé le scénario et y a vu un méchant hollywoodien standard. Un général devenu fou, ennuyeux, plat, faux. Brando a compris, s'il jouait selon le script, ce ne serait qu'un film d'action. Lui, il voulait créer un mythe. Au lieu de tourner, il a forcé Coppola à passer une semaine avec lui sur une maison flottante à simplement discuter. Imaginez le niveau de tension. Une équipe de tournage de centaines de personnes est à l'arrêt, les dollars brûlent chaque seconde, et Brando donne des conférences aux réalisateurs sur la nature du bien et du mal, tout en mangeant de la glace. Il brisait Coppola. Il forçait le réalisateur à abandonner ses propres idées. Brando le persuadait « Mon personnage ne peut pas être juste un militaire, il doit être quelque chose de mystique, immense, comme une statue de Bouddha remplie de mal. » Son surpoids, Brando a transformé ce défaut en décision artistique majeure du film. Il a exigé d'être filmé uniquement dans l'ombre, en gros plan, capturant des morceaux de visage dans l'obscurité. Il savait que son corps massif en vêtements noirs apparaîtrait comme un monolithe, une montagne cachant une menace. S'il avait été mince, il aurait été juste un soldat. Étant énorme et caché dans l'ombre, il est devenu une divinité. Et puis il a fait ce que personne n'attendait. Un matin, il est apparu sur le plateau avec la tête complètement rasée, sans prévenir. Il avait vu cette image dans son imagination et l'a simplement réalisée. Un crâne chauve brillant dans la pénombre de la grotte, cette image est devenue iconique. Ce n'était pas dans le scénario, c'était l'instinct pur de Brando. Et enfin, le célèbre monologue sur l'horreur. Brando n'a jamais appris le texte du scénariste.
Au lieu de cela, lors du tournage des scènes finales, il a commencé à improviser. L'histoire légendaire de la vaccination des enfants contre la polio, puis des ennemis coupant les mains des enfants, n'était pas sur le papier. Brando l'a extraite des profondeurs de son subconscient directement devant la caméra. Il ne jouait pas un rôle. Il se plongeait, lui et Coppola, dans une véritable transe. Il murmurait, chuchotait, faisait des pauses qui duraient une éternité. Les opérateurs devenaient fous, ne sachant pas quand couper la caméra. Le résultat, ces 15 minutes où Brando est à l'écran changent la structure même du film. Avant son apparition, c'est un drame de guerre. Après son apparition, c'est un thriller psychologique. Brando a prouvé, la perfection ne naît pas de l'ordre. La perfection naît du chaos. S'il avait été professionnel, s'il avait maigri et appris ses répliques, nous aurions eu un bon film. Mais parce qu'il était saboteur, parce qu'il a fait souffrir tout le monde autour de lui et les a forcés à s'adapter à sa folie, nous avons eu un chef-d'œuvre. Il a forcé la réalité à se plier à lui. Il n'incarnait pas le colonel Kurtz qui avait créé son propre royaume dans la jungle contre les ordres. Brando est devenu Kurtz, créant son royaume sur le plateau contre le réalisateur. Coppola admettra plus tard que c'est ce chaos qui a rendu la fin grandiose. Brando a détruit le scénario pour trouver la vérité. Mais comment parvenait-il à délivrer de tels monologues philosophiques profonds sans mémoriser une seule ligne de texte? Comment pouvait-il jouer le génie alors que son regard fuyait constamment, comme s'il cherchait quelque chose? La réponse à cette question est encore plus cynique et géniale. Ce n'est pas simplement de la paresse, c'est une technologie que Brando a inventée pour tuer à jamais le jeu d'acteur dans son sens classique. Et pour cela, il avait besoin d'un petit récepteur radio et de beaucoup de culot. Acte 3. Écouteurs dans l'oreille et anti-sèche sur le front. Imaginez la scène. Vous êtes un jeune acteur ambitieux, vous connaissez votre rôle par cœur. Vous arrivez sur le plateau du Parrain pour jouer une scène avec le grand Marlon Brando. Votre cœur bat la chamade, caméra, action. Vous regardez dans les yeux de la légende, espérant y voir l'abîme de sagesse de Don Corleone. Mais Brando ne vous regarde pas dans les yeux. Il fixe votre front, ou votre épaule, ou la lampe derrière vous. Vous vous sentez mal à l'aise. Vous pensez « Mon Dieu, je joue si mal qu'il ne veut même pas me regarder ?» Non. C'est juste qu'il y a une carte scotchée derrière vous avec son texte. Les légendes selon lesquelles Brando n'apprenait pas ses rôles circulaient à Hollywood depuis des décennies. Les critiques et les jaloux appelaient cela le summum de l'antiprofessionnalisme. Il a tellement bu qu'il ne peut pas se souvenir de 2 phrases, murmurait-il dans les coulisses. Il s'en fiche. C'est un gros chat paresseux, écrivirent les journaux. C'est un mensonge, et ce mensonge cache l'une des révolutions les plus profondes dans l'art de l'acteur. Brando détestait vraiment apprendre le texte, mais pas parce qu'il avait une mauvaise mémoire. Il pouvait citer Shakespeare par pages entières pour divertir les invités lors d'une soirée. Il refusait d'apprendre le scénario délibérément, idéologiquement et par principe. Sa philosophie était simple et mortelle. Dans la vie, on ne sait pas ce qu'on dira dans une seconde. Pourquoi au cinéma cela devrait-il être différent? Réfléchissez à la façon dont nous parlons en réalité. Nous cherchons nos mots, nous hésitons. Nous faisons des pauses pour formuler une pensée. Nos yeux vagabondent pendant que notre cerveau cherche le bon verbe. C'est ce processus de recherche qui rend la parole vivante. Et maintenant, pensez aux mauvais acteurs. Ils y mitraillent leurs répliques comme des mitraillettes. Ils savent ce que va dire leur partenaire et ont déjà la réponse prête. Ce n'est pas un dialogue, c'est du ping-pong de phrases apprises par cœur. C'est une fausseté qui dégoûtait Brando. Il utilisait des antisèches, des idiocards, comme on les appelait sur le plateau, pour pirater ce mécanisme. En dispersant le texte dans toute la pièce, sur les décors, les accessoires, le dos des opérateurs, il se forçait à le lire au moment du tournage. Cela créait un effet physique unique. Le spectateur voyait le regard de Brando errer, le voir plisser les yeux, scrutant quelque chose au loin. Le spectateur pensait « Oh, regardez, Don Corleone réfléchit à une décision complexe. » Mais, en réalité, Marlon essayait de déchiffrer l'écriture de l'assistant sur la carte collée à l'arbre. Ce regard errant est devenu sa signature. Il a créé un effet de présence documentaire absolue. Il ne jouait pas un homme qui pense. Il était réellement occupé par une tâche cognitive en plein cadre. Mais Brando ne s'est pas arrêté aux cartes. Les cartes, c'est l'âge analogique. Plus tard, il est passé au niveau cyberpunk du sabotage. Il a commencé à porter un minuscule récepteur radio dans l'oreille. La version officielle pour les studios, Monsieur Brando veut mieux entendre le réalisateur. La réalité, dans la pièce voisine, un assistant avec un micro lui lisait le texte en direct pendant la prise. Cela rendait ses partenaires fous. Imaginez, vous jouez une scène tragique, vous pleurez, vous criez, et en face de vous, Brando reste impassible, écoutant des voix dans sa tête.
Mais la technique fonctionnait à merveille. L'assistant prononçait la phrase, Brando l'entendait, son cerveau traitait le signal. Et seulement une fraction de seconde plus tard, il la répétait avec ses lèvres. Il y avait un micro-décalage, un léger lag. C'est ce lag qui donnait l'impression que la pensée naissait dans sa tête à cet instant précis. C'était de l'anti-jeu. Parfois, il allait encore plus loin, transformant le tournage en une expérience absurde. Il arrivait qu'il demande à connecter son écouteur, non pas à l'assistant, mais à une fréquence de police ou à une radio ordinaire. Imaginez la scène, un dialogue tendu sur le destin du monde. Le visage de Brando se déforme soudain en une émotion étrange, incongrue, mais terriblement vivante. Le réalisateur est ravi. Quel jeu complexe, quel sous-texte. Et Brando, à ce moment-là, venait simplement d'entendre à la radio comment les pompiers éteignaient un refuge pour chats ou la météo. Il réagissait à des stimuli réels tout en étant dans une scène fictive. Il laissait entrer le hasard, le chaos du monde réel dans l'environnement stérile du cinéma. C'était sa méthode pour lutter contre l'ennui. Il détestait la prévisibilité. S'il savait ce qu'il allait dire, il s'ennuyait, et si l'acteur s'ennuie, le spectateur s'ennuiera aussi. En risquant de rater une prise, en passant pour un idiot avec un écouteur dans l'oreille, il atteignait l'essentiel. La vie dans des décors morts. Les critiques y voyèrent de la paresse. Brando voyait une méthode. Il a transformé ses défauts, son refus d'apprendre par cœur, en un outil qui rendait son jeu inatteignable pour ceux qui apprenaient honnêtement leurs leçons. Il a montré qu'au cinéma, comme dans la vie, ce qui compte, ce n'est pas ce que tu dis, mais comment tu te tais en cherchant tes mots. À la fin des années 70, il avait perfectionné cette méthode. Il pouvait arriver sur le plateau, sans même connaître le titre du film, et jouer de manière géniale simplement en lisant le prompteur. Et alors il a compris. Si je peux faire ça avec un minimum d'effort, pourquoi ne puis-je pas en tirer un maximum d'argent ? Il était temps de monétiser ce cirque. Il était temps pour Superman et le contrat qui a fait pleurer des larmes de sang au comptable d'Hollywood. Acte 4, les 10 minutes les plus chères de l'histoire. 1978. Le monde du cinéma est à l'aube d'une révolution, mais personne ne le sait encore. Les producteurs Alexandre et Ilya Salkind ont décidé de réaliser l'impossible. Tourner un blockbuster sérieux et coûteux basé sur un comics, sur Superman. Aujourd'hui, ça semble risible, mais à l'époque, les comics étaient considérés comme des déchets pour enfants. Aucune star digne de ce nom ne voulait enfiler des collants et une cape. Pour vendre ce film au public, les producteurs avaient besoin d'un dieu. Ils avaient besoin de gravité. Ils avaient besoin de Marlon Brando. Ils sont venus le supplier de jouer Jor-El, le père de Superman. Le rôle était minuscule, juste quelques scènes au début du film. N'importe quel autre acteur aurait demandé un cachet standard et aurait été ravi de figurer dans un potentiel succès. Mais Brando n'était plus un acteur. À ce stade, il était devenu le raider corporatif le plus cher du monde. Il a regardé le scénario, senti le désespoir des producteurs et décidé de réaliser le braquage le plus audacieux de l'histoire d'Hollywood. Il a posé des conditions qui auraient dû faire rire les producteurs au nez et le chasser du bureau. Premièrement, 3 700 000 $ de cachet fixe. Deuxièmement, presque 12% de tous les revenus du box-office. Troisièmement, le tournage ne devait pas dépasser 12 jours. Et surtout, il n'avait pas besoin de lire le scénario à l'avance. Ce n'était pas un contrat, c'était un ultimatum de terroriste. Brando disait en gros « Je travaillerai pour $1 million par semaine pour un rôle qu'on peut couper et vous me remercierez. » Et vous savez ce qui est le plus effrayant ? Ils ont accepté. Mais la réalité a dépassé les attentes même ici. Après avoir reçu son chèque, Brando a décidé que même 12 jours de travail étaient trop pour une idiotie comme Superman. Lors de la première réunion créative, il a proposé au réalisateur Richard Donner une idée géniale avec un sérieux absolu. Brando a dit « Qui sait à quoi ressemblent les habitants de Krypton ? Peut-être qu'ils ressemblent à des bagels ou à des valises vertes. Imaginez cette scène. Le plus grand acteur de sa génération assis dans un fauteuil, convainquant le réalisateur que le père de Superman devrait être une valise verte parlante. » Brando a argumenté ainsi « Je peux doubler la valise depuis chez moi. Ça nous fera gagner un temps fou et le public sera ébahi par l'audace conceptuelle. » Beaucoup pensent que c'était de la démence. Non, c'était un test. Brando testait les limites de leur idolâtrie. Il voulait voir jusqu'où ils étaient prêts à se plier pour que son nom soit sur l'affiche. Si Donner avait accepté, Brando aurait probablement ri et quitté la pièce car il méprisait la lâcheté. Mais Donner l'a supplié de jouer un humain. Brando a soupiré et accepté, mais avec l'air de faire une énorme faveur. Le tournage est devenu une farce. Brando a refusé d'apprendre son texte, comme on le sait, c'était son principe. Mais cette fois, il s'est surpassé.
Dans la scène où Jor-El place le bébé Kal-El dans la capsule de sauvetage et prononce un discours émouvant d'adieu à son fils, le texte était écrit directement sur la couche du bébé. Regardez le visage de Brando dans le film. Ses yeux pleins de larmes et de sagesse, regardant son fils. En réalité, il lisait « Tu iras loin, mon fils », du derrière du bébé. C'était le sommet de son cynisme. Il leur vendait l'émotion, de la tristesse universelle, lisant sur une couche, et a reçu pour cela le plus gros cachet de sa carrière. Le résultat, son temps à l'écran a été un peu moins de 20 minutes, y compris les hologrammes préenregistrés. Pour cela, il a reçu en tout, avec les pourcentages, 19 millions de dollars. Christopher Reeve, qui jouait Superman, s'entraînait à la salle, pendait au câble et portait tout le film sur ses épaules, a reçu 250 000. Brando a gagné plus en allant aux toilettes sur le tournage que Superman pour tout le film. Mais le point culminant de cette histoire n'est même pas l'argent. Par son comportement, Brando a créé un précédent qui a changé l'économie du cinéma. Avant lui, les acteurs étaient des salariés. Après lui, ils sont devenus des partenaires. Robert Downey Jr., touchant 50 millions pour Avengers, devrait allumer une bougie chaque soir pour Marlon Brando. C'est Marlon qui a prouvé que Star est une marque qui vaut plus que la production du film elle-même. Il a montré qu'il pouvait mépriser le matériel, proposer de jouer une valise, lire sur une couche, et son charisme tiendrait quand même l'écran si puissamment que le film deviendrait un succès. Il a gagné à ce jeu, mais comme tout joueur compulsif, il devait augmenter les enjeux. L'argent ne l'amusait plus. Le pouvoir sur les producteurs était devenu une habitude. Il avait besoin d'une nouvelle forme de divertissement. Et dans les années 90, quand sa forme physique a définitivement décliné et que son indifférence a atteint des proportions cosmiques, il a trouvé un projet qui lui a permis de transformer le plateau de tournage non seulement en un lieu de gain, mais en un cirque surréaliste de l'horreur. Bienvenue sur l'île du docteur Moreau. L'endroit où Brando a cessé de prétendre qu'il s'en souciait et a commencé à se moquer ouvertement de la réalité. Acte 5, l'île des monstres. 1996, Australie, enfer tropical. Si le tournage de Apocalypse Now fut une tragédie devenue chef-d'œuvre, celui de l'île du docteur Moreau s'est transformé en farce légendaire. À ce stade, Marlon Brando n'est plus juste un acteur compliqué. Il est un empereur qui s'ennuie. Il débarque sur le plateau non pas pour travailler, mais pour voir jusqu'où il peut pousser sa folie avant que le studio ne dise « stop ». Spoiler, ils n'ont jamais dit « stop ». L'histoire de ce film est une chronique de la décomposition. D'abord, le réalisateur visionnaire Richard Stanley, qui rêvait de ce film toute sa vie, est viré. À sa place, on met le technicien John Frankenheimer. Brando voit cette trahison. Il voit que l'art est mort et qu'il ne reste que le business. Alors il décide de se venger. Si le studio veut un cirque, il sera le clown principal. La première apparition de Brando sur le plateau choque tout le monde. Il est énorme, mais ce n'est pas une question de poids. Il s'est maquillé lui-même, visage blanchi, lèvres peintes, ressemblant à une vieille geisha japonaise ou à un personnage de kabuki. Mais la cerise sur le gâteau, c'est son couvre-chef. Brando entre en scène avec un seau à glace sur la tête. Oui, vous avez bien entendu. Un simple seau à champagne renversé. Il l'a posé sur sa tête et a déclaré « Je vais jouer comme ça ». À ce moment-là, le réalisateur aurait dû appeler les infirmiers. Les producteurs auraient dû arrêter le tournage. Mais Brando avait une telle aura de pouvoir que personne n'a bronché. Tout le monde a simplement hoché la tête. Oui, monsieur Brando, le saut est génial. Ça souligne la froideur de votre personnage. La réalité a dépassé les attentes. Ce n'était pas de la sénilité. Brando testait leur résistance. Il attendait que quelqu'un ait la volonté créative de dire « Marlon, enlève ce saut idiot ». Mais il se taisait. Et plus il se taisait, plus son comportement devenait absurde. Mais le saut n'était que le début. Le moment le plus surréaliste est arrivé lorsque Brando a rencontré Nelson de la Rosa, l'homme le plus petit du monde à l'époque. Brando en est tombé amoureux. Pas au sens romantique, mais comme un enfant s'attache à un nouveau jouet étrange. Il a déclaré qu'il réécrivait le scénario. Désormais, le docteur Moreau a un mini-moi. Brando a exigé que Nelson porte les mêmes vêtements que lui et ait le même maquillage. Les scénaristes s'arrachèrent les cheveux. Pourquoi ? Quel est le sens de tout ça ? Brando restait inflexible. Au final, nous avons eu certaines des scènes les plus étranges de l'histoire du cinéma. Un Brando gigantesque, semblable à une montagne, jouant du piano, avec à ses côtés son minuscule sosie. Ça ressemblait à un délire fiévreux. Mais pour Brando, c'était le summum du sarcasme. Il montrait littéralement aux spectateurs et au studio « Regardez, j'ai transformé votre thriller de science-fiction sérieux en une parodie de lui-même. J'ai créé un mème vivant 20 ans avant l'Internet. » Son partenaire de plateau, Val Kilmer, était aussi connu pour son caractère insupportable. Tout le monde attendait une bataille de titans.
Mais Brando n'a même pas combattu. Il a simplement annihilé Kilmer par son indifférence. Kilmer essayait de jouer, de faire des scandales, de tirer la couverture à lui. Brando, lui, restait dans sa caravane climatisée, mangeait de la pizza et ne sortait que quand il en avait envie. Il a de nouveau utilisé son célèbre écouteur. Mais cette fois, il a dépassé le niveau de Superman. Les techniciens du plateau racontaient que souvent Brando captait la fréquence de la police locale. En plein milieu d'une prise, où son personnage devait discuter des expériences génétiques et de la nature humaine, Brando pouvait s'arrêter et dire « Oh, il y a un vol chez Woolworths ». Le réalisateur criait « Stop, c'était quoi ça ?» Et Brando répondait imperturbablement « Juste la vie, John, juste la vie ». L'île du docteur Moreau fut un désastre au box-office. Les critiques ont détruit le film. La carrière du réalisateur était ruinée. Mais Brando s'en est sorti indemne. Il a empoché ses millions et, plus important encore, il s'est amusé à transformer un coûteux projet hollywoodien en son parc d'attractions personnel. Beaucoup de biographes appellent cette période la chute. Moi, je l'appelle la libération. Brando avait atteint le point où il se fichait complètement de ce qu'on pensait de lui. Il a déconstruit le cinéma de l'intérieur, il nous a montré que si on enlève le pathos, la magie du cinéma et les visages sérieux, il ne reste qu'un gros type avec un seau sur la tête, payé des millions pour se moquer des autres. Et il y avait plus de vérité là-dedans que dans tous les drames oscarisés de l'année. Mais pour comprendre comment il est arrivé à cette grandeur cynique, il faut remonter le film en arrière, jusqu'au tout début. Là où le jeune, beau et fougueux Marlon Brando ne détruisait pas le cinéma mais le réinventait. Parce qu'avant de devenir le monstre qui brise les règles, il était le dieu qui les écrivait. Revenons aux années 50, au t-shirt mouillé dans un tramway nommé Désir, et comprenons où résidait la véritable révolution de sa méthode. Acte 6, la naissance de la méthode. Pour comprendre comment Marlon Brando en est arrivé à se mettre un seau de glace sur la tête et à lire des textes sur des couches, il faut remonter le temps. Retour à l'année 0. 1951, l'année où un tramway nommé Désir sort sur les écrans. Beaucoup pensent que Brando n'était qu'un beau gosse qui jouait bien. Erreur fondamentale. Le jeune Brando n'était pas un acteur. C'était un terroriste qui a pénétré dans le musée stérile du théâtre classique et l'a fait exploser de l'intérieur. Rappelons le contexte. Quel était le cinéma avant Brando ? C'était le royaume de Laurence Olivier et Cary Grant. Un monde de haut style. Les acteurs parlaient avec une diction parfaite, portèrent des costumes impeccablement repassés et même en mourant à l'écran, tombaient avec grâce et élégance. Le jeu d'acteur était un art de la déclamation. Il fallait se mettre en posture, se tourner vers la lumière et prononcer sa réplique fort et clair pour que même la grand-mère sourde, au dernier rang du balcon, puisse l'entendre. C'était un mensonge beau et noble. Et puis est arrivé Stanley Kowalski. Dès la première scène, les spectateurs ont ressenti un choc comparable à une décharge électrique. À l'écran, pas de gentleman, une bête. Il se grattait. Il transpirait vraiment, avec des auréoles sous les bras, ce qui dans les années 50 était considéré comme vulgaire. Il parlait la bouche pleine. Il marmonnait, avalait les fins de mots, grognait. Les critiques de l'ancienne école étaient de furieux. Ils écrivaient « Ce type ne sait pas parler. Il a de la bouillie dans la bouche ». Mais les spectateurs, surtout les femmes, ne pouvaient pas détacher leurs yeux de lui. Pourquoi ? Parce que Brando a apporté à l'écran quelque chose qui n'y avait jamais été, la vérité physiologique. Sa fameuse parole indistincte n'était pas un défaut de diction, c'était une arme. Dans la vraie vie, les gens ne parlent pas comme au théâtre. Les gens marmonnent quand ils sont fatigués. Les gens chuchotent quand ils ont mal. Brando a forcé le public à tendre l'oreille. Il a détruit la distance entre l'écran et la salle. Il a forcé le spectateur à se pencher vers lui pour entendre, et à ce moment-là, il les attrapait à la gorge. On appelle ça la méthode, en lien avec le système de Stanislavski. Mais la réalité est, comme toujours, plus complexe. Brando détestait le terme « méthode » qu'il associait à Lee Strasberg, qu'il méprisait d'ailleurs. Brando a appris avec Stella Adler, qui prônait la puissance de l'imagination, pas le creusage dans ses propres traumatismes d'enfance. Mais pour le public, cela n'avait pas d'importance. Il voyait sur l'écran de l'électricité. Regardez la scène où il crie « Stella !» Un acteur classique l'aurait joué comme une tragédie, avec pathos et gestes dramatiques. Brando la joue comme un animal blessé. Son t-shirt mouillé et déchiré est devenu le symbole d'une nouvelle ère. Il a été le premier homme au cinéma à se permettre d'être à la fois un objet de désir sexuel agressif et un enfant vulnérable et pleurant. Il a détruit l'image du héros impeccable. Avant Brando, un héros devait être un modèle. Brando a montré qu'un héros pouvait être un violeur, un rustre,
un grossier personnage, mais avec un magnétisme auquel on ne pouvait résister. C'était une révolution. James Dean, Paul Newman, Robert De Niro, Al Pacino, tous sont sortis de ce t-shirt en sueur de Marlon Brando. Sans lui, le cinéma moderne n'existerait pas. Il a montré que la vérité laide est plus intéressante que le mensonge beau. Mais c'est là que réside la tragédie qui explique tous ses actes ultérieurs. Brando cherchait la vérité, il voulait être authentique. Mais Hollywood est une fabrique de rêves, une fabrique d'illusions. Dès que Brando a montré cette nouvelle manière brute de jouer, Hollywood l'a immédiatement commercialisé. Sa révolte est devenue une marque. Sa vérité a été copiée par des milliers de médiocres, la transformant en un nouveau cliché. Il a vu comment l'industrie a digéré sa sincérité et l'a recrachée sous forme d'argent. Il a compris que son âme était devenue un produit. Les gens allaient au cinéma non pas pour la vérité, mais pour voir ce sauvage de Brando. C'est alors, dans les années 50, que le cynisme est né, celui qui fleurira dans les années 70 et 90. Brando a compris. Ils ne veulent pas me comprendre, ils veulent me consommer. Si dans sa jeunesse, il utilisait son corps et ses émotions pour prouver que le cinéma pouvait être un art, dans sa vieillesse, il utilisait son corps et sa paresse pour prouver que le cinéma est une prostitution. Un tramway nommé Désir était son cadeau au monde. Le seau sur la tête dans L'île du docteur Moreau était sa vengeance pour la façon dont le monde avait traité ce cadeau. Il a commencé comme un révolutionnaire qui voulait changer le système. Et il a fini comme un anarchiste qui voulait le brûler, tout en brûlant lui-même de l'intérieur. Mais même après tout ce chaos, après des millions de dollars, des scandales et des tournages ruinés à la fin de sa vie, il ne restait qu'une chose, le silence. Et des centaines de cassettes sur lesquelles il enregistrait sa vraie voix, que personne ne devait entendre. Nous approchons de la fin. Du moment où les masques sont tombés et où il ne restait qu'un vieil homme dans une maison vide sur Mulholland Drive. Acte 7. Silence. Los Angeles, début des années 2000. Au sommet de Mulholland Drive se dresse une maison plus semblable à une forteresse. Les fenêtres sont occultées. À l'intérieur, un homme autrefois symbole de beauté brute et de sensualité est devenu prisonnier de son propre corps. Les tabloïds de l'époque rivalisent de cruauté. Ils le surnomment Jabba le Hutt. Il publie des photos prises avec des téléobjectifs à travers les clôtures, savourant chaque pli de sa graisse. Le monde est convaincu. Marlon Brando a perdu la tête. Il est un vieillard brisé et solitaire qui passe ses jours enlacé à son frigo et à sa bouteille d'oxygène, haïssant le monde entier. C'est l'image attendue, la chute d'un titan. Une tragédie qui vend des journaux. Mais la réalité, cachée derrière les murs de cette maison, est tout autre. Il n'y a pas de folie ici. Juste un travail de pensée continu, douloureux et profond, dont nous n'avons pris conscience qu'après sa mort. Quand Brando est mort en 2004, il n'a pas seulement laissé des dettes et un testament embrouillé. Il a laissé des centaines de cassettes. Il s'avère que pendant des décennies, Marlon Brando a tenu un journal audio. Mais ce n'était pas de simples notes sur ce que j'ai mangé au petit déjeuner. C'était le rôle le plus long et le plus honnête de sa vie. Sur ces bancs, il n'y a pas de parrain, pas de star capricieuse, juste une voix douce et calme d'un homme qui essaie de comprendre qui est-il et pourquoi est-il là. Il utilisait l'auto-hypnose. Sur les enregistrements, il s'adresse souvent à lui-même à la troisième personne. « Écoute-moi Marlon, détends-toi, tu n'es qu'une partie de l'univers. » Il était son propre psychothérapeute, le père qu'il n'a jamais eu et le seul spectateur qu'il respectait. Ces enregistrements renversent notre perception de sa paresse et de son sabotage. On pensait qu'il méprisait le métier d'acteur parce qu'il le jugeait indigne de lui. Les bandes révèlent la vérité. Il méprisait le métier d'acteur parce qu'il lui rappelait son enfance. Il avoue avoir appris à jouer non pas pour décrocher un Oscar. Il a appris à jouer pour survivre. Sa mère était alcoolique, qu'il sortait constamment des bars. Son père était un tyran brutal. Le petit Marlon a appris à changer de masque, à s'adapter à l'humeur de son père, à jouer le rôle du bon garçon ou du bouffon pour éviter les coups ou apaiser sa mère. Jouer, c'est survivre, murmure-t-il sur une des cassettes. Nous sommes tous des acteurs. Tu joues pour ne pas être frappé, tu joues pour être aimé. Et c'est là que réside la pensée finale, la plus puissante. Brando n'a pas détruit sa carrière par arrogance, il l'a détruite parce qu'elle était bâtie sur son traumatisme d'enfant. Chaque fois qu'un réalisateur criait « Action !», Brando redevenait cet enfant effrayé, obligé de mentir pour ne pas être puni. Son obésité, son insolence, son écouteur dans l'oreille, le seau sur la tête, tout cela était une armure géante. Il a construit autour de son âme blessée une forteresse de graisse et de cynisme pour que personne ne puisse plus jamais le blesser. Il repoussait le monde avant que le monde ne puisse le repousser. Ces dernières années, il ne passait pas ses journées dans la mélancolie, mais à étudier la science, la philosophie et Internet.
Il pouvait discuter des heures durant du fonctionnement d'un moteur ou des principes de l'aérodynamique. Il a breveté plusieurs inventions. Il cherchait la vérité dans le monde réel, car le monde du cinéma était pour lui une fabrique de mensonges. Sa mort, le 1er juillet 2004, due à une fibrose pulmonaire, a marqué le point final d'un scénario qu'il avait écrit lui-même. À ses funérailles, il n'y avait pas des milliers de fans. C'était un adieu intime. Ses cendres ont été dispersées non pas sur les collines d'Hollywood, mais sur la vallée de la mort et Tahiti, des endroits où il se sentait libre de toute mascarade. Alors, qui était-il vraiment? L'histoire se souvient de lui comme d'un grand acteur qui a perdu sa forme. Mais, en écoutant ses enregistrements, nous comprenons, il était un grand penseur, devenu acteur par accident. Il a vaincu le système de la manière la plus paradoxale qui soit. Hollywood a acheté son visage, sa voix et son talent. Mais Hollywood n'a jamais pu acheter son âme. Il l'a cachée. Il l'a préservée sur des bandes magnétiques, dans le silence de sa maison vide. Il a prouvé qu'on peut être la personne la plus célèbre de la planète et rester une énigme totale. Il a transformé sa vie en une performance où le public ne voyait que ce qu'il voulait montrer. Un clown, un monstre, un génie capricieux. Et le vrai Marlon, il l'a gardé pour lui. Et dans ce silence, dans cet ultime acte de départ résonne sa plus grande victoire. Il n'est pas devenu immortel grâce aux films. Les films vieillissent. La pellicule se décolore. Il est devenu immortel parce qu'il a transformé sa vie en une équation insoluble que nous tentons encore de résoudre. Il est parti selon ses propres termes, sans scénario, sans réalisateur et enfin sans douleur. Alors, que voyons-nous lorsque nous regardons cette vie dans son ensemble sans coupure ni censure? On a l'habitude de penser que l'histoire de Marlon Brando est une tragédie de potentiel gâché, un génie qui a troqué son talent contre des repas et des scandales. Mais ça, c'est la vision du système, celle de ceux qui croient que le sens de la vie est d'être un rouage docile et de rapporter des bénéfices au studio. La réalité, elle, fracasse ses attentes. Brando, ce n'est pas une histoire d'échec. C'est une histoire de victoire absolue, terrifiante. Il a vaincu Hollywood avec ses propres armes, il a pris leur argent, mais il ne leur a jamais donné son âme. Il a transformé ses défauts, paresse, surpoids, caractère difficile, en actifs les plus précieux de l'industrie. Il a fait danser le monde à son rythme, même lorsqu'il restait silencieux avec un seau sur la tête. Il a été le premier punk rocker du cinéma, prouvant que si tu es assez courageux pour être authentique, le monde te pardonnera tout, même si cette authenticité semble hideuse. Le parrain n'a pas détruit sa carrière, il l'a simplement dépassée. Il a compris que la vie est trop courte pour la passer à mémoriser les mots des autres. Et c'est là son principal enseignement pour nous. N'ayez pas peur de décevoir les autres si c'est le prix à payer pour rester soi-même. Ainsi, Brando a été le seul à regarder le monstre hollywoodien droit dans les yeux sans ciller. Il a transformé sa vie en la performance la plus coûteuse de l'histoire, forçant les producteurs à payer des millions pour son silence, son embonpoint et son mépris. Il n'était pas un vieux fou, il était le businessman le plus réussi, vendant le vide au prix de l'or. La réalité a dépassé les attentes, on pensait qu'il perdait, mais il cambriolait simplement le casino. Mais Hollywood ne pardonne pas ce genre de choses, le système apprend. Et après Brando, ils ont créé des mécanismes pour qu'aucun acteur n'obtienne jamais un tel pouvoir. Ils ont remplacé les personnalités par des franchises. Ils ont remplacé les rebelles par des gars en collant vert sur fond vert. Comment exactement l'industrie s'est-elle vengée de l'humiliation infligée par Brando? Et pourquoi l'émergence d'un nouveau Marlon est-elle aujourd'hui physiquement impossible? J'ai déterré des documents qui montrent comment les studios contrôlent désormais la vie des stars jusqu'à leur ADN. Si vous pensez que les acteurs sont libres, vous vous trompez lourdement.